Eleven Insiders spécial football international. Ben oui, hier vous avez eu droit à la Jupiler Pro League et le mardi ce sera le foot international. Et aujourd'hui on va parler du Classico. Ce sera dimanche, Barcelone-Real Madrid, la première sans Lionel Messi. Et est-ce qu'Eden Hazard sera là? On en parle dans Eleven Insiders. Comme hier, autour du football belge, le même casting avec Will Steele, qui est là, le T2 du Standard, avec Thomas Châtel, qui est là aussi, Silvio est là, Ariel Jacobs également. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, toujours aussi chaud. On peut y aller? Non, mais c'est pour qu'ils comprennent. Hein. Je veux dire, on n'est pas stressé. Il fait littéralement 45 degrés dans ce studio, mais on est bien, ils sont chauds aussi. C'est pour nous mettre un petit peu, comme le glisse dans l'oreillette Thomas van der Linden, avec qui je prépare ces émissions, pour nous mettre dans le climat espagnol. On m'a distribué des peignoirs avant. C'est un sauna. Est-ce qu'il vous excite encore, ce Classico? Ce sera l'une des questions du jour. En train de se dire, oui, mais excité, bien sûr, c'est un Classico, mais on rappelle que Lionel Messi n'est plus là. Avant cela, c'est le top diable du week-end. Quel est le diable rouge ou le diablotin ou le belge, tout simplement, qui vous a inspiré ce week-end? Honneur à Ariel Jacobs, bien sûr. Ariel. Celui qui a été critiqué par certains lors de la Nations League, c'est Youri Tielemans, avec quand même une performance digne de ce nom contre United. Dans un match phare, quel but, oui. Quelle inspiration. Il en avait déjà mis quelques-unes des patates en Pro League, mais celui-ci c'était tout en finesse. Est-ce qu'il l'a fait exprès, Ariel? Non, mais je crois que d'une chose vient l'autre, donc bien se sentir physiquement, mentalement, amène un but de la sorte. Mais pas sûr, par contre, qu'il veuille centrer. Je pense qu'il veut vraiment frapper. Non, moi je pense pas. Moi. Donc c'est pas fait exprès pour Ariel, pas fait exprès pour Silvio. Oui pour Thomas. Will? Pas certain non plus. Pas certain. Donc voilà, bénéfice du doute évidemment. On lui demandera à l'occasion, Youri, si tu sais nous faire un petit texto pour nous dire si c'était fait exprès ou pas. Will, le diable de ce week-end. J'allais dire Tielemans, mais Ariel vient de le dire. Non, je pense juste à Romelu Lukaku, qui certes, il n'a pas marqué ce week-end. Si, mais il était hors jeu. Ouais, mais non, je pense qu'il a un rôle ou qu'il est devenu vraiment primordial pour cette équipe de Chelsea. Et que c'est plus du tout le même attaquant que ça l'était à l'époque de sa première apparition avec Chelsea. Il y a des années, certes, mais qu'il a vraiment grandi et apporte beaucoup à cette équipe de Tuchel. Selon les datas, vous le recrutez, Lukaku, ouais? Bon, il y a de fortes chances, ouais. Petit clin d'œil évidemment à l'émission d'hier à retrouver sur toutes les plateformes concernant les entraîneurs, notamment la data, on en a beaucoup parlé. Thomas Châtel, le diable du week-end, à mon avis, vous alliez partir aussi sur Youri. Tielemans, évidemment, parce que Ariel l'a dit, l'historique aussi, ça se mène, et puis on voit que c'est tout à fait différent de jouer avec l'équipe nationale dans un système et avec Leicester dans un autre. Ça montre aussi la force mentale de ce joueur à son âge. Mais je vais dire alors Thomas Meunier, parce qu'il a de nouveau été à l'assist ou au pré-assist sur Haaland, et il retrouve cette bonne habitude d'être présent dans des actions décisives avec Dortmund. Et ça nous a manqué énormément en équipe nationale. On n'en parle pas beaucoup, en fait. On parle plus de l'absence d'Eden, la méforme de certains, etc. Mais si on se rappelle, les meilleurs moments des Diables, c'était avec un grand Thomas Meunier qui parfois, et qui même souvent se retrouvait en numéro 10. Il était même plus sur le flanc. Il était pratiquement, moi je voyais beaucoup de phases où il rentrait dans le jeu et il se retrouvait comme un attaquant, quoi. Alors on l'a maintenant avec des Castagnes, etc. Mais avec Meunier à son top, on était quand même... c'est une des choses qui fait que notre équipe nationale n'est plus la même. On a été battu contre la France en Coupe du Monde. Il était suspendu. On a été battu contre la France il n'y a pas si longtemps que ça. Il était blessé, Thomas Meunier, qui a donc donné cet assist pour Marco Reus. Quel but, au passage. Ah, c'était Marco Reus. C'était Marco Reus. Moi, je dis Haaland quand... Mais quand il marque tout le temps aussi. Tu risques pas grand-chose. Silvio, vous partez de quel côté? Est-ce qu'on va du côté de l'Italie ou pas du tout ce week-end? Honnêtement, j'ai vu un des seuls matchs que j'ai vu, c'est le match de Tielemans. Et je ne savais pas qui choisir, mais je ne vais pas choisir Tielemans. Je vais choisir Salemackers, mais pas pour sa prestation, mais plus pour son choix de carrière. Parce qu'il a eu quelques possibilités pour partir de l'AC Milan. Et là, il vient de signer son nouveau contrat. Donc, je trouve que c'est un bon choix de carrière. Il a eu une vitesse d'acclimatation
l'AC Milan, que je m'y attendais vraiment pas, parce que quand tu viens d'Anderlecht et que tu arrives là, tu dois te faire un nom, ça a été directement. Donc, allez, je suis assez content pour lui, et c'est un chouette gars, donc voilà, je veux dire ça. Peut-être qu'un jour on fera un thème dans Eleven Insider sur l'intelligence des joueurs, et je trouve qu'Alexis Salemakers est quelqu'un de très intelligent. On a déjà eu l'occasion de discuter avec lui, et ça se voit aussi, il est à l'écoute, avec un Pioli qui fait de lui l'un des maîtres à jouer. Bon, le Classico, c'est dimanche. Le Classico sans Messi. Ben oui. Du coup, est-ce que le Classico vous excite encore, Will ? M'excite encore, oui, parce que ça reste le Real et le Barça. Maintenant, c'est sûr que c'est moins alléchant qu'il y a 4-5 ans, où il y avait Ronaldo, Messi et toute la panoplie de stars qui va avec. Et dans une moindre mesure, ce Barça qui est toujours à la recherche un peu d'une nouvelle identité ou d'un nouveau style de jeu. J'ai eu l'occasion de les analyser en Ligue des Champions il y a quelques semaines, où ils ont joué dans un 3-5-2 un peu obscur qui a pas vraiment fonctionné contre le Bayern. Donc oui et non. Bon, en attendant, pour le Barça, vous en parliez de la Ligue des Champions, c'est la première fois de leur histoire qu'ils débutent par 2 défaites. Et de quelle manière ? À Benfica, ils ont pratiquement été inexistants. Il va falloir réagir cette semaine en Ligue des Champions. Du coup, la même question pour tout le monde. Silvio, le Classico, là, de dimanche, il vous excite ou pas ? Moins qu'avant, parce qu'avant, clairement, regardez, c'était pas vraiment un Classico qu'on regardait, c'était plutôt Messi contre Ronaldo, et celui qui allait faire le mieux. Donc, c'est vrai que c'est moins alléchant. Il y a moins de stars, mais voilà, c'est un football où maintenant, tu as 2 clubs qui sont plus qu'endettés, qui doivent composer avec ce qu'ils ont sur la main, comme Koeman. Voilà, Koeman, s'il n'avait pas une grosse indemnité dans son contrat en cas de licenciement, il serait déjà dehors. Et voilà, c'est la réalité du football un petit peu maintenant en Espagne, où c'est un peu triste parce que voilà, c'est triste par rapport aussi au club belge parce qu'ils ne partent pas sur le même pied d'égalité. Regardez, le Real a, je pense, 900 millions de dettes. Le Barça a 1 milliard 500 millions de dettes. Comment voulez-vous qu'un club comme Bruges, qui est contrôlé par des licences ici en Belgique, que si tu as un petit peu de dette, se retrouve en Ligue des Champions avec des gars comme ça, les vannes sont tout le temps ouvertes. Voilà, ici, ils ont refait un emprunt. Tu n'as aucune chance. Et c'est pas logique, en fait, pour nous. On est un pays où voilà, on a beaucoup de règles, où tout le monde suit les règles. Et là, c'est un peu le foutoir. Et voilà, on dépense, on redépense, on réemprunte. Le roi qui annule la dette, ça, c'est pas logique. Ariel ? Je rejoins Silvio, mais ça reste un des tout grands classicos. Le plus grand pour Karim Benzema. Oui, mais il est partie prenante, donc non, je peux comprendre. Ça reste un tout grand match. Mais non, je crois que n'importe qui au sein de Barcelone a dû sous-estimer les suites d'un départ de Messi. Je crois que Messi, bon nombre de fois, a dû résoudre sur un terrain l'origine de certains problèmes au sein d'un groupe, au sein d'un club, etc. Et tout d'un coup, c'est lui qui faisait le beau temps. Et maintenant, bon, quand on voit le match d'hier, où quelque part, avec Messi, la différence aurait été faite bien plus tôt, bien plus vite. Je crois que son impact a toujours été énorme. Et surtout, on n'a jamais rien prévu au cas où il devait partir. Bah, ce qui s'est fait. C'est surtout ça, Ariel. Tu te rends compte que, ok, l'apport était énorme, incommensurable, mais un joueur comme ça te déséquilibre aussi une équipe. Il te déséquilibre une équipe. On l'avait dans une moindre mesure avec Mbark à notre époque à Anderlecht. Mbark Boussoufa. Quand tu as un joueur qui fait de telles différences, à un moment, l'équilibre collectif, il est compliqué à trouver autour de cette personne. Et le jour où cette personne s'en va, le château de cartes, il s'effondre. D'accord, Thomas. Le seul problème, c'est comment préparer l'avenir aussi longtemps que le joueur est là. C'est fort difficile. Hein? C'est très difficile. Parce que bon, on ne peut pas le remplacer par n'importe qui. Donc, quelque part, tu vas déjà dans une gamme de joueurs, je ne parle pas encore du prix, dans une gamme de joueurs au-dessus de la moyenne. Mais ce sont des gars auxquels on ne peut pas dire, écoute, si ça et ça et ça se produit, tu viens chez nous. Non, parce que ces joueurs, ces candidats-là, ils ont une carrière et d'autres opportunités à pouvoir saisir. opportunités.
Moi, je comprends pas comment ils ont pu le laisser partir gratuitement. Ça, c'est un truc de... Allez, un club qui est déjà en difficulté, comment tu... Allez, t'as une star comme ça, mais même s'ils te demandent, je sais pas, des millions et des millions pour re-signer un nouveau contrat. Tu viens de dire qu'ils n'arrêtaient pas de s'endetter. Mais oui, mais d'un autre côté, ouais, mais là-dessus, tu laisses partir. Messi, allez, tu vas pas me dire que n'importe quel club, que ce soit City, que même le PSG, aurait pu payer 50 millions pour Messi. Je pense, hein. Mais on aurait pu alors, entre guillemets, passez-moi l'expression, liquider toute l'équipe et garder que Messi. Mais dans ces cas-là, vous savez plus jouer au foot. Mais non, ça, il y avait la masse salariale qu'il fallait absolument abaisser. Parce que voilà, ils ont fait aussi du travail avec tous des jeunes, hein, les petits Pedri et Gavi, c'est des joueurs aussi. Ils ont été cherchés, ils ont payé Gavi, je pense, Gavi ou Pedri, un des deux, ils l'ont acheté 20 millions d'euros il y a 2 ans et tout le monde disait vous êtes fous quoi. Et là maintenant, il en vaut combien? Donc je me demande à quel point le club n'a pas joué au poker et se sont dit il ne partira jamais. Quand même jamais. Il a menacé, il allait partir et autres. Et je crois que là, ça a été une gifle en pleine figure. Hein. En attendant, pour voir Messi dans un classico, il faudra regarder la Ligue 1 ce week-end entre le PSG et l'Olympique de Marseille. C'est pas le même délire. Non, c'est pas le même délire. Mais pour revenir à ce classico, moi, je suis pas tellement d'accord pour dire qu'il est plus excitant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a tellement été hors norme, c'est que maintenant, simplement, c'est devenu 2 équipes entre guillemets normales. Surtout pour le Barça. Et donc, pour avoir été à Barcelone pour le match Barça-Bayern, oui, tu te rends compte que en fait, le Barça doit faire comme toutes les équipes du monde maintenant. Et c'est complètement différent. Ça veut dire que tu n'as pas la recette magique qui, à tout moment, peut te sortir d'un piège. Non, mais je crois que Barcelone, depuis des années, s'est gardé à soit des joueurs formés chez eux ou des joueurs qu'ils ont depuis très longtemps. Xavi, Iniesta, formés au club, Messi, Busquets, je dirais importé. Parce qu'ils ont voulu garder cette philosophie dans le club. Pour le Barça, le Real, c'est différent. Il y a un joueur de niveau qui part. Mais pour eux, c'est rien. On cherche le même profil ou un autre profil et on le met. N'oublie pas qu'ils ont fait quand même des grosses bêtises aussi au Barça avec Griezmann. Enfin, Griezmann, on peut pas dire que ce soit une bêtise, mais ils ont fait des gros transferts un petit peu foireux. Dembélé, Griezmann, c'est tout des grosses dépenses qui ont été faites aussi. La question qu'il faudrait se poser, est-ce qu'à l'époque, le transfert de Griezmann n'a justement pas été fait dans l'optique où si jamais Messi devait partir. Anticipé. Mais bon, ça, c'est aussi longtemps qu'il ne part pas, on a un problème. Bon, la suite, il y a la jeunesse aussi, on en parlait, du côté du Barça. Et Ansu Fati, qui revient de blessure, il a pratiquement été blessé 1 an, Ansu Fati, avec une rupture du ménisque. On lui donne le numéro 10. Mais vous n'êtes pas dans n'importe quel club. On vient de parler 10 minutes de Lionel Messi. Il a le numéro de Messi sur les épaules. Quel héritage! Ariel disait, voilà, on doit remplacer, mais il est irremplaçable en fait, Messi. Tu sais pas trouver un joueur qui a l'équivalence de Messi. C'est impossible. Comme Cristiano, c'est impossible à remplacer Cristiano. C'est pas les mêmes joueurs avec les mêmes caractéristiques, non. Mais nous, on se pose la question. Je vais pas dire en tant que personne normale, on se pose la question. Le tout, c'est de savoir est-ce que lui, tout compte fait, se pose la question, ou est-ce qu'il voit cela tout simplement comme un défi supplémentaire. La question c'est lui seul qui peut y répondre. En tout cas, hier, il avait pas. Moi, je l'ai vu jouer. Il n'avait vraiment pas l'air d'avoir été blessé pendant 1 an. Moi, je me souviens de mes premiers matchs après 1 an de blessure. Thomas, tu as eu aussi il avait une vitesse. C'est comme s'il n'avait jamais rien eu. Non, mais la génération qui arrive là au Barça et qu'on a vu avec les matchs de l'Espagne est tout simplement énorme. Et quand je vois que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, ceux qui arrivent comme jeunes, comme personnalités déjà à cet âge-là, parce que vous dites porter le numéro 10, etc., c'est des personnalités aussi qui sont prêtes très tôt, très jeunes, et qui sont phénoménales. Et il y en a tellement dans ces pays-là qu'on se dit vraiment qu'on a laissé passer notre chance avec les Belges. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me fait peur, en fait. Parce qu'on se disait qu'on avait une génération dorée où on allait gagner. Et j'étais attristé parce que le match contre la France, vraiment, j'étais triste. Parce que je me suis dit vraiment, c'est le moment ou jamais de gagner quelque chose. Même si la coupe, on est honnête. Attention aux générations qui arrivent, quand même, les gars. Avec, non, c'est pas la même on chose. est premier de notre groupe de qualification. Il y a du talent aussi. Oui, il y a du talent. Là, je ne suis pas d'accord non plus. Il faut se dire que les 2 générations précédentes comptaient de bons joueurs aussi. Et là, on a été éliminé assez rapidement. On parle là d'une génération de tout un groupe.
ici, ce n'est pas une génération, ce sont quelque part plusieurs générations qui se conjuguent, qui se combinent, avec surtout, il faut le dire, on a un bon groupe, mais je trouve quand même Sur le déclin. 3-4 joueurs qui sont capables de faire basculer un match. Ma question, c'est, dans les générations futures, est-ce que là, on va avoir les mêmes joueurs qui sont capables de faire basculer un match? Mais tiens, Will, je vous pose la question. Comment vous le voyez, l'avenir de la Belgique? On est en train de dévier un petit peu, on revient vite au Classico. Mais juste une réponse là-dessus. Non, je pense que je suis d'accord avec Ariel dans le sens où il y aura moins d'individualité capable en un geste ou un dribble, faire basculer un match. Donc ça va devoir être un processus collectif beaucoup mieux amené ou beaucoup mieux structuré que pour compenser à ce manque d'individualité. Fatih, en parlant d'individualité, qui a encore fait la différence depuis qu'il est revenu, c'est 2 buts en 3 matchs, victoire du Barça ce week-end contre Valence. Le Real n'a pas joué puisqu'ils ont demandé le report de leur rencontre puisque leurs internationaux sud-américains n'étaient pas revenus à temps. La question est la suivante. Le Real, 17 points sur 24, le Barça en a 2 de moins. Qui est dans la meilleure dynamique actuelle avant de jouer ce Classico, Thomas? Ouais, c'est 2 équipes malades. Alors, elles sont totalement encore dans le coup, évidemment, en Liga. C'est beaucoup trop tôt pour tirer des plans sur la comète. Mais c'est 2 équipes qui ne vont pas bien. On le voit en Ligue des Champions, on le voit en Liga. Voilà. Je pense que Koeman est en train de reconstruire quelque chose de plus compliqué qu'Ancelotti. Ancelotti, il a encore quand même des joueurs sans doute plus expérimentés et une ossature qui est encore là. Du côté de Barça, il faut vraiment pratiquement tout reconstruire. Il y a Busquets, évidemment, qui est encore là au milieu. Il y a un Depay qu'on a amené, mais qui n'est pas encore complètement acclimaté, même s'il fait du super boulot. Moi, je crois que le Real est mieux armé que le Barça pour l'instant. Will, d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Vous allez regarder le Classico? Ouais, sans doute. Vous avez match le samedi avec le Standard. Ouais, c'est c'est ça. Ouais. Donc normalement, la soirée de libre, ce sera à 16h15. C'est dur d'avoir une soirée de libre dans le monde du foot, mais je vais sans doute le regarder. Ouais. Allez, Silvio, sur Barcelone-Real Madrid qui part avec, on va pas dire la faveur des pronostics, on n'en est pas là, mais quand on regarde les noyaux aussi, en termes de qualité, est-ce que là, le Real n'est pas supérieur au Barça? Moi, je pense que le Real part favori dans le sens où le gros problème du Real cette année-ci, c'est la défense. Ils ont, avec un gardien qui est extraordinaire, qu'on s'entende bien. Thibaut fait ses matchs, il a déjà sauvé plusieurs fois la baraque. Mais ce qui me réconforte, c'est que Marcelo va peut-être revenir. Là où le bas blessait vraiment, parce que c'est un joueur qui ne jouait pas à sa position, qui était à sa place. Donc si Ancelotti peut compter sur sa défense, le Real est pour moi favori. Ariel, qui part favori quand on regarde peut-être les noyaux aussi? Real favori, parce que je crois que le Real a plus ou moins l'habitude de se retrouver dans une situation un peu chaotique ces dernières saisons, ce qui était moins le cas pour Barcelone. Je crois que l'hémorragie est assez grave au sein de Barcelone, et donc sur base aussi de qualité individuelle, je crois, ou traduite vers le groupe, je donne l'avantage au Real. J'ai oublié un petit truc. D'Agüero aussi, on en parle là-dessus. Coutinho a marqué, ce sont des individualités qui pourraient également faire la différence. Quel était l'oubli, Silvio? Karim Benzema va être normalement jugé cette semaine. Dans l'affaire avec Mathieu Valbuena. Donc ça risque certainement aussi de jouer dans sa tête. Lui, pour l'instant, il marche sur l'eau, il marque avec Vinicius. J'ai l'impression que ça touche encore ces joueurs. Moi, je crois que ces joueurs-là, elles ont une telle carapace qu'il est capable de sortir un match de fou la veille ou le lendemain de son procès. Non, parce que le procès, en fait, c'est mercredi. Okay. Donc c'est pendant 3 jours. Donc il saura, en fait, le jugement sera prononcé. Mais imagine-toi qu'il soit coupable et qu'il doit de la prison. Je pense pas qu'il devra faire de la prison, mais son retour en équipe de France, il peut l'oublier, tout ce qu'il a fait. Il ne sera plus repris en équipe de France. Pour lui, ça va être un gros échec. Je pense. Après, je peux me tromper. Et j'espère qu'il va être innocenté, parce que ce serait triste pour un joueur d'une telle envergure. En tout cas, son niveau n'a jamais été changeant par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à dans toutes ces affaires. Ouais. Au contraire, là, le niveau qu'il a pour l'instant,
je pense on peut presque être tous d'accord pour dire que c'est le meilleur attaquant du monde. Ouais. Clair. Mais il est toujours innocent là, à l'heure actuelle. Oui, Donc, on va laisser la voilà. justice évidemment faire son travail. Il n'y a que Benjamin Mendy pour l'instant qui est en prison. On sait que Lucas Hernandez va lui aussi devoir passer devant la justice. La justice, là, c'est pour des questions de viol. On ne va pas rentrer dans les détails, Non, mais mais ça s'ils commence font- à faire beaucoup là. S'ils font une équipe de prisonniers, là, ils seront champions du monde. Hein. Thomas, il serait bien placé pour en parler, puisque vous avez un projet d'ailleurs. Oui, pour insérer des détenus, c'est vrai, mais Mhm. ce ne sera pas l'équipe de France. Non, bah écoutez, voilà, c'est un beau projet. Ça fait plaisir aussi de pouvoir en parler. On va tout doucement terminer ce podcast-là. Mais parler tactique aussi, est-ce que vous y voyez clair Will, je me tourne vers vous pour débuter. Est-ce que vous y voyez clair dans le plan de jeu du Real et dans le plan de jeu du Barça? Plus dans le plan de jeu du Real, parce qu'Ancelotti a ses principes et ses idées. Ou de l'autre côté, je vois un Barça qui, comme je l'ai dit, il se cherche encore. Ils ont changé de système, ils vont sûrement encore changer de système. Donc ça pose plus de questions du côté du Barça, je pense. Ariel, niveau tactique? Même chose. Une fois de plus, je crois que le Messi réparait toutes les failles qui pouvaient se produire pendant un match. C'était véritablement le ciment, quel que soit le dispositif. Et le fait que maintenant, tout d'un coup, après de nombreuses années, le Barça joue avec 3 arrières centraux, non pas que ce soit bon ou mauvais, loin de là, mais le fait d'avoir ce changement ou ce doute dans leur philosophie, ça dit beaucoup. Est-ce qu'Eden Hazard sera là? On ne le sait pas, il n'est pas dans le groupe, en tout cas pour la Ligue des Champions. Au niveau tactique, Thomas, le Real, vous y voyez clair? Le Barça vous inquiète ou vous vous situez où? Oui, les deux équipes, comme je le dis, m'inquiètent, mais plus le Barça. Après, je trouve qu'avec Vinicius à côté de Benzema, il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est très intéressant. Il faudra voir l'apport de Camavinga aussi, comment il grandit, parce que ça peut être aussi quelque chose de très intéressant là dans ce milieu de terrain qui vieillissait un petit peu. Et qui pourrait redynamiser un petit peu cet entrejeu. Et donc, voilà, je trouve que tactiquement, on y voit plus clair chez Ancelotti que chez Koeman. Honnêtement, hier, j'ai regardé le match contre Valence, donc Barça-Valence, et j'ai trouvé en fait que le Barça s'améliore bien. Parce que ils étaient vraiment en difficulté sur un press haut, parce que en fait, le Barça ne fait plus peur aujourd'hui. Mais si, clairement, le Barça ne fait plus peur. Et hier, en fait, Valence allait presser haut, et Frenkie de Jong venait vraiment bien chercher le ballon bien bas. Et en fait, en une course de 20-30 mètres, balle au pied, plus personne. Donc, c'était une passe tranchante de Ter Stegen, souvent, entre les lignes. Il faisait 20-30 mètres et directement, il savait servir les attaquants. Donc, j'ai trouvé que le 4-3-3 hier était très bien. Bon, ça nous amène tout doucement à la conclusion. Première question, est-ce que vous allez regarder le Classico, messieurs, oui ou non? Seulement si Eden Hazard joue. Pour Thomas Châtel? Ouais, je vais certainement le regarder. Ouais, Bon, c'est pas un grand oui. peut-être, si je tombe dessus, s'il n'y a rien sur Netflix. Si madame veut bien. Exactement. Will nous a déjà dit qu'il allait regarder entre quelques analyses de Cercle Standard qui aura eu lieu la veille. Ariel, vous allez regarder? Oui. Donc vous avez l'abonnement Eleven, c'est bien? Oui. Magnifique, c'est un bon point. Également le football international, tous les matchs de Liga, c'est bien sûr chez nous. Qui va gagner ce Classico? C'est le dernier petit tour de table. Tom? Real. Même sans Eden? Même sans Eden. Silvio? Je pense aussi le Real. 2 points pour le Real Madrid, Will. 3 points pour le Real Ça Madrid. fait 3 points pour le Real Madrid. On rappelle quand même que ce sera au Camp Nou. Est-ce que ça va changer le pronostic d'Ariel? Le 4e. Le 4e, 4-0, donc 4 victoires du Real, même pas de partage. Voilà, c'est les pronostics, on verra dimanche ce que cela donnera. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans ce podcast. Ariel, vous revenez quand vous voulez, vraiment. Ça dépend de vous. Mais j'ai votre numéro maintenant, donc c'est bon. Will, pareil, hein? Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne suite de saison. Merci. Avec le standard. Thomas, j'ai le numéro. Silvio aussi, quand vous voulez. Les gars, merci Plaisir. beaucoup pour votre Merci. disponibilité et pour vos expertises. C'est à revoir sur YouTube, c'est à réécouter sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve lundi prochain avec une autre thématique concernant le football belge et international. Très belle soirée, à très vite.